La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors attention parce que c'est une émission exceptionnelle, c'est la 20e et on est le 20, donc ça tombe drôlement bien. Je sais pas si ça a un rapport direct avec les invités du jour, c'est-à-dire Mehdi qui est à nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, oui. Et puis Axel Mellerin. Salut. Axel, alors vous connaissez forcément, vous savez pas comment, vous savez pas d'où, mais je vais vous le dire. Non mais si, automatiquement, parce qu'Axel, c'est le responsable des essais de Motomag, magazine on ne peut plus connu de ceux qui aiment la moto. Exactement, ouais. On va dire Depuis, ça comme ça. 30 ans maintenant. Ça fait 30 ans? Ouais, Motomag, même plus. Parce Non, mais qu'avant, toi, c'était le... toi. Ah non, moi ça fait 12 ans à Motomagazine. Ah ouais, quand même. Ah bon, ça commence à faire une certaine expérience, on va dire, de la moto. Exact. Et c'est bien pour ça qu'on t'a invité, en dehors du fait qu'on se connaît un petit peu à l'extérieur et qu'on se marre à chaque fois, donc ça fait toujours plaisir de recevoir des gens qui ont la banane et avec qui on peut rigoler. Et c'est un petit peu le but de cette émission aussi. Pourquoi est-ce qu'on t'a invité ? Parce que tu es parti avec un certain Mehdi, Bermani pour ne pas le citer, essayer une moto en Australie, un truc de malade. Et j'ai envie, moi, de commencer par ça, en fait. On va bouleverser un petit peu ce qu'on fait, un petit peu l'ordre des choses de cette émission, puisque normalement, cette émission qui penche dans les virages, on termine par l'essai. Là, on va commencer comme ça, directement dans le vif du sujet, et après, on en parle tous les trois. Ça vous va ? On fait ça comme ça. Et donc, c'est parti, on retrouve qui ? Mehdi, en Australie, encore lui. Coloris MotoGP, carénage aérodynamique aux lignes affûtées, la nouvelle GSX-R conserve l'originalité de son phare central. Il est encadré par des feux de position à LED placés juste au-dessus des grosses entrées d'air. Côté électronique, on franchit un cap. 3 modes de conduite, commande ride-by-wire, simulateur de départ arrêté, anti-patinage paramétrable sur 10 positions et ABS non déconnectable mais qui fonctionne avec la centrale inertielle IMU à 3 axes. La liste est longue et faire varier les assistances est aisé grâce au bouton du commodo gauche. Les informations sont parfaitement lisibles sur le nouvel écran LCD. Suzuki a également réduit l'encombrement de la GSX-R. Son cadre en particulier, plus étroit de 16 mm au niveau du réservoir. En outre, le sommet de ce réservoir est aplani. Le moteur aussi est moins large. Et avec un alésage légèrement augmenté et une course sensiblement réduite, il gagne quelques centimètres cubes et prend maintenant plus de tours. Le travail effectué en interne permet de passer la puissance à 202 chevaux. Et pour ne pas l'appauvrir à mi-régime, Suzuki adopte un nouveau système de distribution variable issu de la compétition. Ce bon maintien est à mettre au compte des nouvelles suspensions entièrement réglables de la R, équipées d'une fourche Showa BFF à bonbonne externe et d'un amortisseur Showa BFRC Lite, des références haut de gamme. Quant à l'amortisseur de direction, il veille à contenir les excès de vivacité du train avant. Elle débarquera en concession au printemps, en coloris MotoGP ou noir brillant et bleu pour la R. Si le Père Noël nous écoute, c'est celui que Mehdi préfère. La teinte MotoGP est elle aussi disponible pour la version standard, la version de la GSX-R équipée de suspensions moins sophistiquées. Celle-ci se décline également en rouge ou en noir mat au tarif de 15 999 €. Comptez 3 000 € de plus pour la version R. Ah ouais, quand même. Une première remarque quand même, hormis le fait que vous roulez comme des malades là sur le circuit et que c'est juste agaçant, tu appuies très très bien sur les boutons. À un moment, on te voit appuyer sur les petits boutons pour le menu, tu es très très bon pour appuyer sur les petits boutons. Je tenais quand même à le signaler. Il faut quand même... Je muscle mes pouces. Bon, comment c'était cet essai ? C'était chiant. Hein. À tous les deux. Ouais, c'était un peu comme à la mine en fait. Sauf qu'elle est à 22 000 km d'ici. Non, c'est le prix de la moto aussi, quasiment. Un essai attendu, parce que la GSX-R, depuis le temps qu'on attendait son évolution, tous les autres avaient pas mal avancé, travaillé. La GEX restait une machine un peu à la traîne, on va dire. Surtout au niveau puissance, au niveau électronique, enfin un peu partout. Donc c'est vrai qu'on l'attendait vraiment, cet essai.
Et puis en plus, c'est vrai que c'est l'Agex, quoi. À chaque fois, c'est vrai, on le disait à Dominique Lipatuen quand il est venu ici, on disait l'Agex, elle a quand même un statut un petit peu à part. Et c'est quelque chose que moi je ressens depuis qu'on fait des essais ensemble. À chaque fois, ça reste une espèce de Godzilla un peu. C'est une icône chez les sportives. L'Agex, moi, elle est sortie en 85. J'avais 19 ans, je venais d'avoir le permis. C'était un peu. C'était la moto du bad boy, c'était la moto, c'était la première vraie GP réplica. Et elle a suivi, d'ailleurs, on va pas se mentir, Mehdi et moi, on a eu des Gex. Mehdi en a toujours une, ancienne. Moi, j'ai revendu la mienne il y a 2 ans. J'avais un SRAD, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc la Gex, c'est un mythe pour les amateurs de moto et encore plus pour les amateurs de moto sportive. Et alors, vous qui connaissez bien justement cette moto tous les deux, donc cette nouvelle Gex, est-ce qu'elle renie un petit peu son passé? Est-ce qu'elle est plus tournée vers l'avenir vraiment? Est-ce qu'elle change tout ou pas? Moi, je dirais juste, c'est bien, c'est qu'ils ont vraiment fait évoluer le poids et la puissance, mais ils sont restés avec des solutions pas simples, mais elle n'est pas gavée d'électronique, on n'a pas des suspensions électroniques. Il y a l'amortisseur de direction qui est électronique, mais c'est la seule chose là-dessus, quoi. Après, on reste sur des mappings qui sont plutôt simples, pas hyper compliqués. Rentrer dans les modes, ça reste aussi accessible à tout le monde. Et c'est pas le cas, je trouve, de toutes les concurrentes qui sont plutôt des usines à gaz pour geeks. Ouais, c'est un peu. Ce qui est marrant, c'est que les japonaises, il y a 20 ans, c'était le top technologique. Aujourd'hui, il y a eu un inversement. C'est-à-dire que les machines européennes, aujourd'hui, c'est des ordinateurs à 2 roues. Et les Japonais, bizarrement, sont presque restés un peu limite rétrograde, parce que pour l'amateur de technicité pure, si on compare l'Agex avec la Ducati Panigale, par exemple, au niveau électronique, on est hyper loin. Mais finalement, le mieux étant l'ennemi du bien, elle a l'essentiel, l'Agex. Et c'est ça qui compte. Moi, j'ai l'impression, quand vous êtes rentré, enfin, bon, j'ai entendu Mehdi qui était quand même assez dithyrambique sur cette moto, pas parce qu'elle est la meilleure et la meilleure et la meilleure, je ne sais pas. Non. Mais en tout cas, j'ai eu la sensation qu'il y avait une vraie moto entre les mains, quelque chose qui a peut-être pas perdu son âme totalement, quoi. Ouais, c'est une moto... alors attention, il y a aussi, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a aussi le circuit sur lequel on a roulé. Ouais, on aura l'occasion. Voilà, il faut quand même se rendre compte qu'une moto, si vous la placez dans son biotope préféré ou pour lequel elle est faite pour, elle se sublime. Donc là, ils ont pris un risque parce que Phillip Island, c'est ultra rapide. Vite, ultra rapide, c'est 180 km/h de moyenne. Et puis des virages où on passe à 180, genoux par terre, 200. Donc c'était risqué de le faire. Et donc on s'est dit bravo les gars, quoi, parce que franchement enfin, moi il y a quelques petits détails qui m'ont un peu agacé, quoi, mais franchement j'ai eu pas mal de problèmes à régler les suspensions. Elles sont ultra sensibles, ces nouvelles suspensions, la BFF et FRC Light, enfin il y a un nom très compliqué à l'arrière. Elles sont ultra sensibles au réglage hydraulique, alors que d'habitude c'est souvent du marketing, quoi. On a beau tourner les molettes, celle-là, c'est incroyable la réactivité de la moto. Donc, bon, on est obligé parce que je sais qu'en plus, effectivement, ce circuit-là précisément, c'est quand même un petit peu celui que tous les essayeurs moto ont envie de connaître. Ouais. Et il a fallu combien? 12 ans avant que toi tu y ailles. Alors moi, c'était un rêve, quoi. Ouais, c'était un rêve. Pourtant, j'en ai fait, j'ai fait Sugo, j'ai fait Laguna Seca, j'ai fait, enfin vraiment des circuits. Et je suis allé 3 fois en Australie et à chaque fois, j'ai eu droit à Eastern Creek, qui est ni plus ni moins qu'un Manicourt, quoi. Et à chaque fois, je suis passé à côté. Et ce circuit, c'était un rêve, quoi. D'abord, quand on voit en MotoGP, mec, c'est hallucinant. Et puis, il y a cette ambiance, c'est dans le détroit de Basse. Il y a la mer en contrebas, il y a des espèces de doigts. On a préparé des petites images. Des oiseaux. J'aimerais bien qu'on puisse les voir. On a préparé une sorte de medley des endroits pratiquement qu'on a préférés. Voilà, ça c'est Phillip Island, quoi. Ouais, c'est ça. Ça commence plutôt pas mal. Si tu loupes ton freinage, c'est là où tu finis. On est à l'autre bout du monde. Voilà. Et c'est vrai qu'on avait... On avait envie d'aborder ça aussi avec vous deux, en général, dans cette émission, pour partager ça un petit peu avec ceux qui nous regardent. Parce que c'est vrai qu'on a la chance de temps en temps d'aller dans des endroits qui sont assez phénoménaux. On n'y va pas par hasard, et si on y va, en général, il y a une très très bonne raison à ça. Et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est des circuits rapides, c'est des circuits à l'autre bout du monde, on peut faire de très belles photos, on est là aussi pour ça, et pour faire rêver un petit peu les gens, et je pense que des images comme ça, là ça vend du rêve, parce que ça c'est l'île de Man, par exemple. Et ça, bon, il y a un pilote exceptionnel. L'île de Man, attention. Incroyable. Routier. Pareil, en étant ensemble, l'île de Man, c'est un peu flippant. Quand on voit les gars qui sont là-bas et on voit là quelques
des images vraiment de ceux qui savent rouler sur l'île de Man. Bon, on voit que faut déjà avoir un petit peu de guidon. C'est pas rien. T'as presque le même style quand même. Quoi. Ah non, mais carrément. D'ailleurs, tu vois, c'était moi là. Enfin, il faut pas que du guidon. Non, il faut pas que du guidon. Il faut de la tête et puis il en faut un petit peu dans le caleçon aussi. Exactement, pour rimer, quoi. Parce que c'est hyper flippant, quoi. Moi, honnêtement, ça m'a fait peur. J'en rêvais, moi, de l'île de Man, parce que ça reste un peu mythique. Tiens, là, on voit Maya qui était à Oman, c'est pareil, c'est autre chose. Ça, c'est du voyage, là. Tu vois, bon, c'est pas rien quand même d'aller dans des endroits avec comme des ça. chameaux sur la route, terrible. Non, mais l'île de Man, moi, ça me faisait rêver. Quand j'y suis allé, je rêvais un petit peu moins, j'avoue, parce que ça m'a semblé tellement dangereux. De temps en temps, on passe à côté de murets, là. Ouais, c'est ça. Mais ils sont effrayants. Et alors, moi, je roulais pas, parce que je roulais pas aussi vite que les mecs, évidemment, qui font le TT. Mais déjà, rien que ça, à mon maximum, je devais être à leur vitesse moyenne, si tu veux. Et déjà, j'étais en panique de temps en temps. Ça, c'est la Thaïlande. J'avais envie de montrer des images comme ça aussi, parce que figure-toi qu'on est allé essayer des KTM en Thaïlande. Là, j'avais l'air bien. Non, pas des scooters. Regarde. Ah, putain, j'ai l'air fier, là. C'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits comme ça. Il y en a pas un comme ça je sais pas, Vu la vitesse, là, les moustiques, ils s'écrasaient sur ton dos, non? Ouais, puis les cobras. Non, mais je roulais un peu vite parce que je voulais pas me faire rattraper par les cobras. Parce que c'était leur route. Hein, on arrête de vanner, regarde là, je suis mieux quand même. Ça, c'est la classe. L'Afrique du Sud. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Il y a des endroits comme ça qui tous les deux vraiment vous ont marqué ou qui manquent encore un petit peu des endroits mythiques pour rouler, quoi. Moi, j'avoue que dans ma to-do list de motard, il y avait Phillip Island qu'il fallait que je coche, quoi. Ça, c'est fait pour tous les deux. Sûr. Ça, c'est bon, c'est fait. La Californie aussi, pour le rêve américain, et les États-Unis, le Colorado, j'ai eu la chance de rouler en Harley là-bas. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a envie de faire à moto. Et c'est peut-être un petit peu plus accessible. Il y a pas mal de tour opérateurs d'ailleurs qui organisent ce genre de choses, comme pour les aventuriers. Je pense à Trirando là, qui fait en ce moment des voyages absolument hallucinants en Islande, au Pérou, en Colombie, au Népal. Enfin, il y a des trucs vraiment. Moi, j'ai failli aller. Des trucs vraiment qui me faisaient vibrer, ça. J'ai failli faire l'Himalaya, moi, tu sais, en Royal Enfield. Et alors, pour vous dire, mon médecin m'a dit non, tu fais pas ça, t'es gentil, tu commences par faire du 20 kilos, et puis après, tu te permettras de monter à 5300 mètres, et on en reparlera à ce moment-là. Mon médecin, il est là, je le salue, parce que il est à la base médecin de haute montagne, et il m'a dit c'est hors de question, je t'interdis, je vais prévenir la terre entière que je veux pas qu'on te donne un certificat médical pour faire ça. Moi, ça faisait partie de mon rêve, là, Cardoon là, et j'ai vu qu'il y avait Barois, qui a fait ça il y a pas longtemps. Mon collègue, qui a fait une semaine. Il est monté sur le toit du monde. En Himalayan. Royal Enfield Himalayan, qui est un trail, on va dire. C'est un trail. Je ne sais pas si on l'a encore déjà en France. Pas encore, non, ça va arriver. Donc voilà, François, lui, il aime bien. Alors, François, il aime bien tout ce qui est off-road, tout terrain, aventure comme ça. Moi, c'est plus route, circuit. Donc moi, c'est vrai que ce métier, il m'apporte toujours beaucoup de plaisir, quoi. Là, j'étais en Afrique du Sud il y a 10 jours encore pour le T-Max et la MT10 SP. L'Afrique du Sud, c'est encore des pays où tout est permis, quoi. Alors, évidemment, vous savez ce qui s'est passé en Afrique du Sud et tout. C'est vrai que c'est un peu bizarre quand on arrive. Il y a encore un clivage qui est présent. Mais c'est un pays magnifique. Mais par contre, on fait des choses, c'est un pays de cocagne, quoi. Il n'y a pas de police, il n'y a rien. On peut encore c'est des espaces de liberté, des paysans à souhait et qui permettent, on va dire, de vraiment d'essayer les motos, quoi. Parce qu'en Europe, ça devient compliqué maintenant. Tout ça et le reste dans le prochain Motomag. On voit notamment celui-là et c'est 2017 qui est toujours en kiosque et vous invite évidemment à le retrouver. Moi, Axel, j'ai envie de te dire, tu reviens quand tu veux. Hein, la maison est ouverte et on sera toujours plaisir. Ça sera toujours un plaisir de te recevoir. J'ai bien été accueilli. Il y avait des petites bouteilles d'eau, tout ça. Les petites bouteilles d'eau, les petits M&M's. Donc voilà. Mehdi, nous, on se retrouve dans quelques semaines quand même. Il y a pas mal d'essais à faire. Et quant à nous, on se retrouve bien évidemment lundi prochain, 21h, Moto & Co. C'est sur Watch TV et c'est sur motoenlive.tv. Bien sûr, salut. Yeah.